Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'entraîneur du Bitcoin, complètement improvisé. Je sais plus, on est à quel épisode? 40, 60, j'ai même plus les ordres de grandeur. Fanis? Non, plus, parce que je me souviens qu'on avait fait le 69, donc on doit être vers les 75 là, je pense. Eh bien, écoutez, 75, ça fait un certain temps qu'on n'en fait plus, vous le savez, ou qu'on essaie d'en faire et qu'on n'en fait pas. Mais peut-être que cet épisode lance le début d'un nouvel ère, l'ère de l'entonnoir du Bitcoin avec une meilleure qualité audio, parce que Twitter autorise enfin d'être speaker, donc d'être présentateur, on va dire, sur desktop, ce qui nous permet d'avoir nos vrais micros et non pas là nos micros de téléphone tout pourris avec une connexion toute nulle. Donc je sais pas ce que ça rendra au replay, mais potentiellement il y a moyen de s'amuser. Écoutez, pour cet épisode improvisé, on vous a préparé à peu près 7 petits sujets assez variés, hein, de la flash news sur FTX, de A5, Wartpool, Mara et du testnet. Donc on va y aller de façon un petit peu improvisée, hein. J'espère que ça va vous plaire et je pense qu'on peut commencer tout de suite avec parlons de choses sérieuses, parlons d'A5, hein. Quitte à avoir des gens qui nous écoutent, autant parler des trucs intéressants. Qu'est-ce que c'est la news de A5 Fanis? Pourrais-tu nous détailler qu'est-ce que c'est cette nouvelle version sortie par la team derrière le wallet Phoenix? Qu'est-ce que ça peut permettre et est-ce que tu as eu le temps de jouer avec? Tout simplement pour les personnes qui sont familières avec le wallet Phoenix, qui est un wallet Lightning pour mobile, A5 a récemment sorti une version serveur de Phoenix. Donc en gros, c'est vous avez n'importe quel ordinateur en ligne de commande, vous pouvez lancer un Phoenix sur cet ordinateur-là et ça fait tout comme l'application, sauf que plutôt que d'avoir une interface graphique en mode d'application sur un téléphone, c'est juste une interface en ligne de commande. Mais donc c'est vachement puissant parce qu'en gros, il y a un petit exécutable qu'on peut installer un peu n'importe où et qui permet d'avoir un wallet Phoenix un peu où on veut. Et donc, il y a plein de cas d'usage possibles pour les commerçants, pour les gens qui veulent recevoir des donations, etc. Et donc, ça permet, voilà, tout simplement, pour ceux qui connaîtraient pas Phoenix, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'en gros, ça permet d'avoir un wallet Lightning, un vrai wallet Lightning avec des clés privées, mais sans avoir à se soucier de la gestion de la liquidité dans les canaux. Et donc, en gros, quand vous voulez recevoir de l'argent, vous n'avez pas besoin de vous embêter à ouvrir un canal avant. C'est Phoenix qui va automatiquement gérer cette partie-là et qui va, vous allez avoir automatiquement un canal entre votre nœud en local et le nœud d'A5, qui est l'entreprise qui développe et qui propose Phoenix. Donc c'est assez huge. Jusqu'à maintenant, ce qui était entre guillemets limitant, c'est que c'était un wallet mobile. Et là, le fait de pouvoir le mettre où on veut, c'est assez, assez puissant. Et en plus, là, à 5, ils ont juste release du coup l'exécutable, quoi. Enfin, donc juste un truc en ligne de commande. Et dans la foulée, très très rapidement, il y a plein de gens qui ont publié soit des wrappers autour pour pouvoir l'utiliser facilement dans d'autres projets, soit qui ont publié des front-ends qui se connectent à ce truc-là pour pouvoir avoir des interfaces graphiques. Donc par exemple pour les gens qui veulent utiliser ça pour recevoir des donations, pour pouvoir le plugger sur un site internet, etc., etc. Donc voilà, ce qui est assez huge, encore une fois, c'est qu'il n'y a pas du tout de gestion de canaux à faire. D'ailleurs, vous avez l'outil ne permet pas d'ouvrir les canaux manuellement. Vous pouvez juste les fermer éventuellement manuellement. Mais voilà, ça montre bien la puissance du truc, c'est que vous n'avez pas du tout à vous embêter vous n'avez même pas besoin de savoir en fait à la limite ce que c'est qu'un canal. Vous avez juste à utiliser la commande recevoir et la commande envoyer, et vous pouvez envoyer et recevoir de l'argent. Très cool, très très cool, ultra solide. Le système de business model et la rémunération, de ce que j'ai compris, c'est 1%. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus si tu as les infos? Comment eux ils se font leur argent, on va dire. Je pense que c'est comme exactement comme Phoenix sur le téléphone. Sauf peut-être que dans ma tête, Phoenix sur le téléphone, c'était 0,4% et là, 1%, tu me dis, donc peut-être que c'est un peu plus élevé, mais globalement, c'est juste qu'à chaque fois que vous allez recevoir de l'argent ou en envoyer, vous allez payer des frais qui sont prélevés par A5 au passage. Peut-être pas quand vous allez en recevoir. Recevoir, pardon, j'ai n'importe quoi. Recevoir, c'est la personne qui vous envoie de l'argent qui va payer. Mais à chaque fois que vous allez vouloir envoyer de l'argent, vous allez devoir payer en pourcent de frais. Enfin, je suppose que c'est ça en fait. J'ai pas creusé cette partie-là, mais comme ça marche tout pareil, je suppose que c'est un truc comme ça. Très solide. Et du coup, ça me fait quand même dire que A5 ils déchirent. Enfin, je veux dire, ils envoient feature sur features.
C'était un petit peu les underdogs avant comparé à Blockstream et l'autre. Et là, finalement, entre le splicing et maintenant ça, ils sont quand même assez puissants et c'est quasiment l'un des wallets préférés de tous les bitcoiners. Enfin, une grande majorité des gens quand même utilisent Phoenix quand ils sont en conférence et à travers le monde. Ça en dit un petit peu sur le futur de l'industrie de l'infrastructure. T'en penses quoi, Fanny, en général? Ouais, bah, ils ont bien bossé, effectivement. Je sais pas si c'était vraiment l'underdog avant, mais enfin, en gros, ils ont choisi un use case très particulier, enfin très spécifique, mais qui en fait est complètement logique, qui est le use case, ben voilà, je veux juste envoyer et recevoir de l'argent avec mon wallet. Et donc, par exemple, je connais, enfin, il y a très rare les gens qui font tourner un nœud Lightning éclair, donc c'est-à-dire qu'il y a l'implémentation de A5. C'est très rare les gens qui font tourner un nœud éclair pour faire du routing, par exemple. Et donc vraiment, ils ne sont pas du tout intéressés à cette verticale-là sur Lightning. Et donc pour le coup, cette partie-là, ben, la quasi-totalité des autres nœuds sur Lightning, c'est des nœuds Core Lightning, c'est des nœuds LND, c'est des nœuds LDK. Mais voilà, ils ont vraiment fait leur implémentation pour servir ce use case du wallet pour les gens, quoi. Et finalement, c'est assez malin, je trouve. Clairement, je suis assez d'accord. C'est cool. En plus, ils sont français et donc ça me permet de faire une promo indirectement. Ils seront au Lightning Toscany Summit qui a lieu la semaine prochaine, le mardi, mercredi, donc en Toscanie, qui est un événement Lightning privé organisé par Fulgur qui rassemble beaucoup de développeurs Lightning pour où on développe, parler un petit peu de l'avancement de tout ça. J'y étais pas l'année dernière. Fanny, tu y étais de mémoire? Comment c'était l'année dernière cet événement? Alors, je crois que j'y étais pas l'année dernière, j'y étais celle d'avant, si je dis pas de bêtises. Je crois que j'y étais à la toute première édition. Mais c'était bien pour la toute première édition, en tout cas. C'était très intéressant. Je crois que Lounès y était par contre l'année dernière. Mais c'était vachement bien. C'est très orienté dev et builder. Enfin, en tout cas, à l'époque, ça l'était. Je crois que ça l'est toujours quand même beaucoup. Mais voilà, là, d'année en année, le line-up est de mieux en mieux. Avec de plus en plus de monde qui fait le déplacement, des discussions très intéressantes, etc., etc. Et puis en plus, voilà, le cadre est pas mal non plus. Donc ça veut dire Reggio, qui est une petite ville balnéaire de Toscane. Voilà, c'est très sympa. Yes, et du coup, pourquoi on parle de ça? Parce que c'est la semaine prochaine, je retrouve Fanny là-bas, et Lounès également, et du coup, l'intégralité de la conférence sera filmée, enregistrée et diffusée en live sur Plan B Network, si notre site ne crache pas d'ici là. Mais en principe, du coup, dès ce soir, ça devrait être live, et du coup, mardi, quand ça commence la conférence, sur Plan B Network, vous avez tout le replay de la conf, vu que c'est une conf privée de 150 personnes, même si cette année, je pense qu'on passe les 200. On a doublé par rapport à l'année dernière. Et ensuite, les replays seront disponibles également sur Plan B, vu que c'est pas une conf, on va dire, traditionnelle grand public. Donc ça, c'est pour la petite pub interne. Et du coup, on peut peut-être avancer, sauf si quelqu'un a des questions sur A5 ou des remarques ou des choses à dire dans le public, prenez la parole. Et sinon, on peut peut-être avancer vers Samouraï, je pense. Comme ça, Loïc, tu pourras nous en parler. En attendant, si quelqu'un veut prendre la parole, la news on pourra en parler plus, c'était la news de FTX avec Sam qui a pris du coup 25 ans de prison. Je sais pas si ça vaut le coup d'en faire un sujet entier, mais en tout cas pour ceux qui suivent les news, 25 ans de prison pour Sam, ce qui est beaucoup moins que 35 pour des whistleblowers ou Ross qui a pris 4 ans, enfin 4 vies plutôt. Mais voilà, donc on a un verdict. Écoutez, personne propose de parler, j'ai l'impression. Donc Loïc, est-ce que tu veux nous en dire plus sur Wirepool et qu'est-ce que c'est cette nouvelle grosse mage également de la team Samouraï? La parole est à toi. Ouais. La semaine dernière, il y a Samurai qui a annoncé sur Twitter qu'ils allaient faire une grosse mise à jour simultanée sur tous les clients Whirlpool, Geekly, sur les dojos, sur les Samurai Wallet, pour lancer la phase 1 de la décentralisation de Whirlpool, ils l'appellent comme ça. Donc bon, pour ceux qui ne savent pas, Whirlpool, c'est une implémentation de CoinJoin. Et avant, ça fonctionnait avec un coordinateur central qui était géré par Samurai Wallet. Et donc, si ce coordinateur central s'arrêtait de fonctionner, il n'y avait plus de CoinJoin. Là, ils ont lancé la décentralisation de Whirlpool.
Pour le moment, il y a juste une connexion qui se fait de manière aléatoire à un coordinateur disponible, et à terme, ils vont mettre tous les dojos en tant que possible coordinateur de CoinJoin. Donc moi je trouve ça super. Je trouve ça super pour Bitcoin. Parce que le CoinJoin, c'est un outil de liberté. Ça nous permet justement de casser le traçage sur nos pièces. Et là, de savoir que même si Samurai tombe, on pourra continuer à faire du CoinJoin, c'est énorme, c'est assez gros. Et voilà, je crois que c'est tout. Donc, ils vont s'appuyer sur Soroban. C'est un réseau de communication chiffré qui est établi sur Tor, qu'ils utilisaient déjà auparavant pour toutes les transactions qui s'appellent Kahoot, les transactions collaboratives, où il y avait besoin d'échanger des transactions partiellement signées entre deux clients. Et là, du coup, justement, ils utilisent Soroban pour que le client recherche un coordinateur quand il se connecte à Whirlpool pour faire du CoinJoin. Donc, c'est pas mal. Voilà. Très cool, très très cool. C'était une de grosses critiques qu'on donnait beaucoup, enfin que les Wasabi Guys donnaient beaucoup à Samurai. Est-ce que du coup, à quel point tu penses que ça peut être démocratisé? Et tu parlais de phase 1, la question que tout le monde aurait, c'est quoi les phases 2, 3? Est-ce que ça a été dévoilé? À quel point c'est transparent, toute la démarche vers cette décentralisation? Et à quel point on va dire c'est réaliste? Bon, ça fait 3 questions en une, mais... Ouais, je vais essayer de tenir le fil. Wasabi, en fait, ça fonctionne pareil. Donc, c'était pas forcément un point de critique qu'ils avaient sur la centralisation de la coordination. Une implémentation de CoinJoin qui fonctionnait différemment, c'est Join Market, où là, justement, il n'y avait pas de coordinateur central. Mais bon, Join Market, le CoinJoin en lui-même, la structure du CoinJoin, c'est pas du CoinJoin, du Chaumian CoinJoin Zero Link, comme sur Whirlpool. Puis en plus, Join Market, c'est quand même c'est ultra niche, quoi. Il y a personne qui l'utilise, c'est ultra compliqué à utiliser, même si maintenant il y a l'interface graphique web là, mais voilà, je sais pas si vous l'avez utilisé d'ailleurs déjà une fois. Et Wasabi, ça fonctionne pareil, hein. À la base, c'est un coordinateur central qui va prendre les différentes pièces qui arrivent et qui va construire des transactions pour faire du CoinJoin avec tous les participants. Donc c'est pas forcément une critique qu'ils émettaient beaucoup. En revanche, mais je suis pas vraiment sûr de ça, mais je pense que l'histoire de la Xpub, je pense que c'est plus valable, étant donné que ça se connectera plus uniquement au serveur de Samurai, mais à plusieurs coordinateurs différents. L'autre question, c'était pour la phase 2. Ouais, alors la phase 2, je sais pas exactement ce qu'ils vont faire, mais l'objectif à terme, c'est que les dojos soient tous des coordinateurs. Alors je ne sais pas si ça sera en option, si ça sera tous les dojos automatiquement qui vont être des coordinateurs. Ça c'est pareil, c'est vachement bien parce que ça va faire du déni plausible sur tous les utilisateurs de dojo. Il y en a quand même pas mal aujourd'hui avec tous les Ronin Dojo qui sont vendus, tous les Ronin Dojo qui ont été mis en place et les dojos de base vanilla de Samurai. Et j'ai zappé ta troisième question. Non, oui, c'était les phases 2 et 3, non? Ouais, je les connais pas particulièrement, mais l'objectif c'est qu'à terme justement, voilà, chaque dojo devienne un coordinateur de CoinJoin. Ce qui veut dire que même si Samurai tombe, même si Samurai se fait, j'en sais rien, ils sont arrêtés par la police ou ils ont un souci, ils peuvent plus faire tourner le truc ou quoi, on pourra quand même continuer d'utiliser Whirlpool, continuer de faire des CoinJoin. Indépendamment de Samurai. Très cool, très stylé. On a Science qui est monté pour une question. Alors peut-être que c'était sur le sujet d'avant, mais du coup, je sais pas si quelqu'un a une question par rapport à Samurai. Moi, peut-être que Science parle. Loïc, t'as pu l'essayer ou pas de toi? Est-ce que c'était simple à mettre en place? Ou est-ce que, pour l'instant, il n'y a rien à faire à part attendre que plus d'updates sont poussés? Ouais, c'est ça, exactement. Pour l'instant, il n'y a rien à essayer, mis à part mettre à jour l'application Samurai, mettre à jour son Ronin Dojo. Et donc pour le moment, c'est ce que je disais, la phase 1, c'est juste entre guillemets, que lorsque le client va se connecter pour faire du CoinJoin, il va plus se connecter par défaut au coordinateur Samurai, mais à n'importe quel coordinateur disponible sur justement ce réseau de communication chiffré qu'ils appellent Soroban. Voilà, donc pour l'instant, c'est juste ça.
et il n'y a pas d'autre chose à faire. Et je suis même pas sûr qu'avec la phase 2, il y ait autre chose à faire. Mais c'est plus se dire que voilà, maintenant on fait du CoinJoin avec Samurai, ça fonctionne, qui est Samurai ou qui est pas Samurai. Trop cool. Science. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ma question, comme tu l'as dit, elle était pour Fanny. Je voulais savoir un petit peu, est-ce que Bitcoin Day, tu penses que c'est possible de le faire tourner sur un serveur, mais de l'utiliser avec une application mobile, comme on peut faire par exemple avec Zeus et un nœud à la maison? Tu parles de Phoenix Day? Ouais, c'est ça, Phoenix Day, ouais. Ça. En l'état, je ne crois pas qu'il faut pour gérer ça, mais à terme, oui, je pense. Juste qu'il y ait quelqu'un qui développe le connecteur et tout ça. Mais tu peux, par exemple, déjà, je sais qu'il y a déjà, je crois, des gens de la team Albi qui ont développé un connecteur Noster Wallet Connect pour interagir avec un Phoenix Day. Donc, partant de là, ça me paraît pas très compliqué de faire un connecteur pour pouvoir l'utiliser sur Zeus, par exemple, ou quelque chose comme ça. Ok, ouais, ben, je pense que ça, c'est un vrai game changer parce que pour avoir expérimenté de vendre des trucs dans des events et tout ça, l'argument de l'infinite inbound liquidity, là, le fait que tu puisses recevoir tant que tu veux, sans limitation, sans avoir à faire de splice in ou sous splice out, je ne sais pas. Bah, ça, c'est un game changer, ouais, pour les events et pour les commerçants. Bah, merci. Mais à mon avis, tu vas devoir. Enfin, je sais, j'ai pas vraiment creusé, mais il me semble que ça gère toujours la liquidité un peu de la même manière que Phoenix, non? Ou c'est complètement différent par rapport à ça? Bah, ils ont l'air de dire, dans leur annoncement officiel, ils disaient qu'il y avait, entre guillemets, infinite inbound liquidity. Donc ça veut dire que tu peux recevoir sans avoir à manager les canaux tant que tu payes tes frais, quoi. Et sur l'application, c'est pareil. Oui, sur l'application, c'est pareil pour moi. C'est pour ça que je me demandais pourquoi tu voulais faire ça, de connecter avec un smartphone. Si tu as uniquement l'utilisation sur le smartphone, autant utiliser directement Phoenix, l'application. C'est plus simple, tu t'embêtes moins. Mais sur Phoenix, tu as une certaine inbound liquidity, ou alors tu vas louer de l'inbound liquidity en payant. Alors, j'ai le site sous les yeux, et en gros, ils disent très clairement dans la section Auto Liquidity de leur site là pour Phoenix Day que c'est basé complètement sur la fonctionnalité de création de channel à la volée de Phoenix Wallet mobile, avec 2 features supplémentaires, qui est Auto Liquidity, donc en gros, c'est à chaque fois qu'il y a besoin de faire un splicing pour augmenter la taille du canal. Ben là, ils disent large amount, donc ils mettent beaucoup de liquidités d'un coup plutôt que de faire par plus petits incréments, comme c'est le cas pour Phoenix mobile. Et ensuite, ils ont ce qu'ils appellent le fee credit, où en gros, pour les petits paiements qui ne justifient pas à eux seuls la création d'un nouveau canal, le paiement il est fait directement au LSP plutôt qu'être rejeté, et le montant de ce petit paiement sera déduit des frais futurs. Donc en gros, ils te font quand tu reçois des paiements qui sont tout petits et que t'as pas de canal encore, ils perçoivent à ta place et ils te font un crédit, quoi. Voilà. Donc d'ailleurs, ça, niveau régulation, je sais pas trop, ils ont dû chercher tout ça, mais je sais pas trop à quoi ça ressemble. Je pense que c'est pour ça qu'ils le font en mode, ça sera des réductions de frais pour le futur plutôt qu'on te le file directement. Je pense que c'est un aspect régulatoire. Ça leur permet de dire que c'est pas eux qui prennent la custodie des fonds, mais qui te font de récupérer les fonds pour eux et qu'ils te font des réductions sur les frais plus tard. Mais voilà, donc ça c'est très semblable, mais c'est juste effectivement quand même un peu plus axé sur le fait de recevoir des sommes plus importantes. Mais à mon avis, la feature que tu décris, Science, elle est complètement aujourd'hui si tu utilises Phoenix et que tu purchases directement la liquidité là avec la feature qu'ils avaient sortie il y a quelques mois où plutôt que d'attendre de devoir faire un splicing quand on a besoin, tu peux directement acheter de la liquidité entrante depuis l'application. Bah, je pense que c'est équivalent et même si les frais sont plus faibles sur Phoenix mobile, autant utiliser Phoenix mobile et directement purchase de la liquidité au début. Comme ça, tu as un petit stack si tu as prévu de vendre pendant le week-end, par exemple. Ok, ouais, ça fait sens. J'avais pas essayé le nouveau truc là, avec le bucket. C'est vrai que ça partait d'une expérience antécédente où il n'y avait pas encore ça. C'était vachement chiant. Donc, bon, ça va, ben merci pour l'info. Après, si vous avez une grosse utilisation de Lightning, faut faire son nœud. C'est facile maintenant de faire son nœud. Oui, tout à fait. Exactement. Du coup, les personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient mettre en place un nœud parce qu'ils ont beaucoup de volume, n'hésitez pas à envoyer un mail à Loïc. Il sera un plaisir de vous accompagner dans la mise en place de votre nœud Lightning. Mais il y a une formation, il me semble, sur l'académie. On l'a dégagé, il faut que je la remette. En gros, c'était Umbrel. Le problème, c'est que j'ai fait la formation au lancement de Umbrel. C'était il y a quoi? Umbrel, c'est il y a 2 ans, 3 ans.
Entre-temps, ils ont décidé de plus être qu'un nœud Lightning, mais d'être un serveur privé dans la maison. Et du coup, ça, c'est, enfin, ok. Mais donc la formation, elle est pas trop à jour en termes de tuto. Elle est à jour en termes de comprendre plein d'aspects de Bitcoin, parce qu'on regarde l'analyse on-chain, on regarde différentes applications, on regarde LNBits. Donc on survole plein de sujets dans cette formation. Mais en tant que formation pratique, c'était pas à jour. Et donc quand on a dû faire le lancement international, on a décidé de la dégager parce que c'était trop dur à traduire. Il n'y avait pas de texte, c'est que des vidéos. Donc en effet sur YouTube, il y a de l'aide. Par contre, je pense que faut qu'on fasse une petite passe dessus pour qu'elle soit à nouveau sur l'académie. Après, aujourd'hui, ce serait quoi la meilleure solution pour faire tourner un nœud facile à la maison? Est-ce que c'est toujours Umbrel? Nous, on utilise Start9 au Salvador. J'ai envie de dire, prendre un Start9, c'est peut-être plus fiable qu'un Umbrel. Après, je sais pas, Fanny, Loïc, quelqu'un a un avis? Ça dévie un peu, mais je suis curieux de qu'est-ce que c'est l'actualité là-dessus. Pour moi, c'est plus tant une question de software, Umbrel, Start9, etc. Ça reste principalement une question de hardware. Donc, en gros, la grosse critique qu'on peut faire éventuellement à Umbrel, c'est qu'ils ont beaucoup, et c'est encore un peu le cas aujourd'hui d'ailleurs, même s'ils essaient de s'en dissocier, mais pendant très longtemps, ils étaient vraiment très couplés avec le Raspberry Pi comme device sur lequel tu faisais tourner Umbrel. Et ça, c'est pas forcément une très bonne idée si tu veux vraiment faire tourner un nœud Lightning dessus. Pour certains applicatifs de Umbrel, qui sont un peu moins gourmands, ça peut le faire. Mais pour Lightning, c'est vrai que c'était un peu fragile, un peu frêle, quoi, comme device, le Raspberry. Alors, je sais pas ce que ça donne avec un 5, mais je pense qu'on conserve quand même certaines limitations. Donc, à mon avis, il vaut mieux partir sur des PC reconditionnés comme les Dell Optiplex, ce genre de choses-là pour faire des nœuds. En plus, ça permet aussi de faire d'avoir 2 SSD par exemple, ce qui est vachement bien quand tu fais un nœud Lightning si tu veux bien dormir la nuit, parce que ça te permet de dupliquer le state du nœud Lightning. Donc le jour où il y a un des SSD qui fail, bah, tu as quand même l'autre en backup. Tu passes pas l'état de tes canaux, qui est vraiment en gros le gros truc à essayer de préserver si tu veux faire tourner un nœud Lightning sereinement, quoi, et qui est la grosse différence par rapport à on-chain où tu peux toujours tout récupérer juste en resynchronisant ton nœud avec le reste du réseau Bitcoin. Lightning, pour le coup, voilà, il y a des données que tu dois t'assurer de réussir à conserver de ton côté. Mais d'un autre côté, tu peux pas non plus les uploader n'importe où parce que c'est des données un peu confidentielles et un peu toxiques, au sens où si quelqu'un ça tombe dans les mauvaises mains, ça pourrait être utilisé contre toi éventuellement. Donc voilà, c'est toute la difficulté. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux, je pense, partir sur une machine un peu plus puissante et un peu plus versatile qu'un Raspberry Pi. Mais après, tu peux tout à fait mettre Ubuntu dessus. Et une fois que tu as Ubuntu, tu peux faire tourner Umbrel OS dessus sans problème. C'est en une ligne de commande, ça se fait. Ils y ont pensé. Et voilà. Et sinon, il y a leur nouveau produit, là, leur nouveau nœud que vendent Umbrel directement, qui franchement, moi, je trouve pour le prix, bien sûr, on peut toujours faire mieux ou pareil pour un peu moins cher si on prend la peine de tout faire soi-même, mais pour un truc plug and play qui était livré dans la boîte aux lettres, c'est quand même pas trop mal et le prix est pas trop abusé, je trouve. Donc c'est une bonne option. Il manque juste encore le double SSD pour faire de la réplication. Mais on y arrive. Et du coup, on attend la formation de Loïc pour faire son nœud avec des canaux super opti, tout ça. Et j'ai une question bête qui me vient, mais si on a commencé à faire son nœud sur un Raspberry Pi et qu'on aimerait migrer vers une machine, un think tank ou un think centre ou un truc comme ça, est-ce qu'il est possible de migrer un nœud existant ou alors on va devoir faire un peu plus de travail et refaire tout le travail, quoi. Non, la migration d'un nœud Lightning, c'est dangereux parce qu'en gros, il y a vraiment plein de moments où ça peut mal tourner et un des deux nœuds peut publier un truc qu'il ne devrait pas publier. Enfin voilà, c'est vraiment recommandé de pas s'y essayer.
et de plutôt fermer les canaux du nœud précédent et en ouvrir un nouveau. Voilà. Alors ça a peut-être un peu évolué depuis la dernière fois que j'ai regardé, mais je crois que vraiment on est encore très loin d'un moment où on pourra migrer un nœud effectivement. Et je sais même pas si voilà, je crois pas que ça soit quelque chose qui est priorisé par des développeurs Lightning. Voilà. Donc je pense que vraiment il vaut mieux fermer et en ouvrir un. Malgré voilà, il y a quelques voilà, c'est un peu chiant parfois parce qu'il faut repayer des frais pour fermer, il faut repayer des frais pour ouvrir. En plus, peut-être que ton nœud d'avant, il avait acquis une certaine réputation sur le réseau, donc parce que tu routais pas mal de paiements, etc. Il y a certains algorithmes de sélection de route qui prennent en compte l'ancienneté du nœud, etc., etc. Mais disons que voilà, migrer c'est vraiment assez risqué. Et moi, en tout cas, si je devais le faire, je fermerais le nœud et j'en ouvrirais un autre. Ok, c'est clair, merci. Trop cool. Et oui, bah, faut le Loïc a du taf, hein, vous inquiétez pas. Mais oui, parce que au cas où pour les petits updates, hein, Loïc nous accompagne pour faire pas mal de tutos chez Plan B et DB. Il a refait toute la section de privacy. Donc si vous allez sur privacy, plan B / tutoriel / et après vous allez dans la section privacy. Je vais les lister juste pour qu'on se rende compte, hein, mais on a maintenant, liste-les toi en fait, tu les connais mieux que moi. Loïc. Ouais, alors je suis pas dessus actuellement, mais ouais, je voulais le dire justement tout à l'heure, on a parlé de Whirlpool. Là, on a fait un tuto pour installer Ronin Dojo, la version 2, qui n'a pas l'image spécifique pour Raspberry. Et on a fait un tuto pour installer justement sur les Raspberry Pi. Donc Ronin, par contre, vous pouvez y aller sur Raspberry Pi, c'est pas très gourmand, donc ça passe nickel. Après, on a fait tous les tutos sur les transactions collaboratives Samurai, les Stonewall X2, les PageJoin. On a fait également sur les transactions Stonewall, sur les transactions Ricochet. Là, on est en train de refaire tous les CoinJoin. Normalement, je crois que vous avez déjà push le tuto Samurai, tuto Sparrow. Là, je suis en train de faire le tuto sur Dojo. Et après, je sais même plus. Faudrait que je regarde. J'ai la liste. Ouais, j'ai envie de dire, allez sur Plan B et regardez, hein, les gens. De toute façon, si vous êtes intéressés, on les a créés pour vous. Donc ça, c'est cool. Quelqu'un avait une remarque par rapport à Sam et notre petit FTX ou c'est all the news? Moi, je vois beaucoup de gens dire que 25 ans, c'est pas assez quand on compare à, je sais pas, à Ross, par exemple. Mais je trouve après, je sais pas, mais je trouve que 25 ans pour un crime financier, c'est pas mal. Et Ross, c'était pas exactement quand même les mêmes charges. On peut tous être d'accord ou pas pour dire qu'il devrait être en prison, mais je trouve la comparaison hasardeuse. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Je pense que mon problème avec 25, c'est qu'en fait 25, il va faire bonne conduite, c'est-à-dire qu'il va peut-être faire que 20 ou 15, et donc en fait, il va sortir assez vite pour quelque chose qui est grave. Alors si ça se trouve, je mens, il va vraiment faire ses 25 ans, mais ça m'étonnerait. Et donc après, ça pose la question de à quel point le fait qu'il ait donné des milliards à l'époque, ça aide ou ça aide pas. Mais bon, je connais pas la justice américaine assez. Oui, effectivement, faut voir ce que ça donne pour de vrai, effectivement, dans les faits. Et puis, je sais pas s'il a aussi des interdictions, peut-être d'exercer à certains postes et tout. C'est ça aussi qui peut être pertinent par rapport au genre de crime qui a été commis. Je sais pas, faudrait comparer, par exemple, avec ce qu'ont pris des Madoff et des trucs comme ça. Je sais pas du tout de quoi ils ont écopé à l'époque, mais c'est plus ce genre de comparaison-là qui me paraît pertinente. Madoff, le plus terrible, c'est sûrement que ces 3 gosses se sont suicidés. Il y en a 2 qui se sont suicidés et un qui est mort d'un cancer juste après. Donc on va dire que lui, sa peine, enfin à mes yeux, hein, il l'a vraiment eu par une destruction globale de tout son héritage, de toute sa famille, de toute son image. Et je pense que pour lui, à cet âge-ci, terminer sa vie en prison, c'est une chose, mais voir que finalement tout ce que tu as créé, qui était un château de sable, en s'écroulant, part avec toi, bizarrement, c'est peut-être ça sa pire des punitions. Mais ouais, en effet, je sais pas. Je pense que Madoff est toujours en prison, il restera en prison, il va mourir en prison, de mémoire. Enfin, de ce que je me souviens. Madoff a pris 150 ans. Voilà, 150 ans. Merci Gilles, le grand retour de Gilles. Donc voilà, 150 balais, il a perdu toute sa famille et toute son image. L'autre, il a pris que 25 et il est jeune. Ok, bon alors je change d'avis, 25 ans c'est pas assez. Au moins 75. On a Crypto et Gilles en speaker. Peut-être une news qu'on a oublié de dire, mais je la dis maintenant. On a également Fake Satoshi qui a officiellement Fake Satoshi
Donc pour tous ceux qui n'auraient pas suivi, Craig Wright a été un des jugements parmi les nombreux jugements qu'il y avait sur sa personne à travers les différentes juridictions. Donc il y avait la Suède, il y a l'Angleterre, le Royaume-Uni, et puis il y en avait d'autres. L'une d'elles a considéré qu'il n'était pas Satoshi, qu'il n'avait pas écrit le white paper et qu'il n'était pas à l'origine des premières phrases de code. Je pense que c'est à peu près les 3 statements, si je dis pas de bêtises. Donc c'est une belle victoire pour Hodlcat et toute la communauté développeur core Bitcoin et même Bitcoin en général. Donc vous êtes mis au courant depuis très longtemps dans l'entonnoir parce qu'on en a parlé maintes fois. Voici un petit peu comment ça a avancé et je pense qu'il y a encore d'autres choses. Après, ne vous inquiétez pas, il reste quand même le meilleur expert blockchain au monde. Ça a été Blockchain entreprise. blockchain entreprise. Ça, vous inquiétez pas. Donc, vous pouvez toujours être sur sa chaîne. Crypto ou Gilles, si vous avez un truc, allez-y. Ouais, non, en fait, moi je trouve que 2024, ça va être l'année du welcome to law dans la crypto. Donc on a White, j'ai suivi le procès qui était vraiment passionnant. On a eu plein de trucs, on a eu des emails de Satoshi inédits, on a eu beaucoup de spectacles. Là, il y a eu SBF et puis il y aura bientôt Barry Silbert. Alors on n'en parle pas beaucoup, mais ça fait partie un peu de ce qui s'est passé en 2022 avec Genesis et tout ça. Donc 2024 va être très intéressant au niveau judiciaire et crypto. Donc voilà, on s'arme de popcorn et puis on regarde tout ça, ça va être génial. Voilà. Exactement. Sans oublier, il y a quand même aussi le procès entre Emilien et Bouteloup. Ah oui. Mais celui-là, il est déjà réglé apparemment. Emilien a été condamné. Je trouve que ça a été super vite, c'est un peu triste. Hein. Mais justement, je commentais là à l'instant, je pense que pour tous les procès, scam, crypto, je pense que il y a eu plusieurs initiatives, mais on pourrait peut-être mieux s'organiser, faire des groupes de travail en amont des procès pour qu'il y ait plus de chances que ça gagne, parce que clairement, il n'y a pas assez de punitions, quoi. Il y a trop de scams et pas assez de punitions. Ouais, et dans les autres news, parce que là, c'était un certain nombre, de mémoire, c'est Kong Yong, enfin le mec de Luna, si je dis pas l'erreur, qui a été extrapolé aux US ou quelque chose comme ça. Il y a un autre scammer. Ouais, Do Kwon qui a été renvoyé aux US, hein, c'est ça? Ouais, apparemment, ouais, c'est ça. Il était en Estonie ou non, en Serbie, je sais plus, dans un pays comme ça. Voilà, donc ça va sauter et de toute façon tu sens que tout le monde a peur parce que même Tether bloque les fonds à gogo à la première demande et vu qu'il y a l'arrivée des ETF et que ça se démocratise, on va dire d'un point de vue légal, je suis assez d'accord avec ton point de vue, Gilles. Je pense que c'est un peu c'est pas fini parce qu'il y aura toujours des scammers, il y aura une prochaine vague de scammers avec l'IA et la blockchain IA et j'en sais rien quelle autre connerie. Et il y a toutes les scams des layer 2, j'ai fait une vidéo là récemment sur tous les futurs scams layer 2 qui arrivent de nulle part, des fake RGB et tout le bazar. Donc des scammers, il y en aura toujours. Mais en tout cas, on a un beau clean qui s'est créé. Ouais, et puis alors il y a plein d'autres trucs. Il y a le procès SEC contre Coinbase. Je pense qu'il y aura des choses aussi. On a découvert des espèces d'arrangements entre Coinbase et Bored Ape, par exemple, qui sont assez assez édifiants pour tous ces listes. Donc je pense que cette année va être vraiment très riche en déboires judiciaires crypto. Très cool, exactement. Alors, donc ça nous fait Lightning Summit, on a réglé, comme je redis, à partir du 2, il y a les lives sur Plan B, c'est eux qui veulent suivre la conférence Lightning, SBF c'est fait, A5 c'est fait, Whirlpool c'est fait. On a Mara, mais peut-être qu'avant on peut prendre les questions de... il est parti. Crypto, vas-y. Bonsoir à tous. Alors, déjà, je voulais féliciter pour ce petit événement. Moi, j'avais plein de questions. Enfin, je crois qu'ici, c'est pas le bon endroit. J'ai des questions très, très techniques, parce que là, je suis en train de m'arracher les cheveux sur Bitcoin Core. Mais bon, je crois que c'est pas trop le sujet. Peut-être un de ces jours ou dans les prochains jours, si on a un peu de temps, j'aimerais bien qu'on se fasse une petite réunion entre devs. Histoire de remettre, de reprendre un petit peu les bases, vraiment au niveau purement technique, les inputs, les outputs, les signatures, parce qu'en fait, je suis en train d'essayer de construire une application autour de Bitcoin. C'est très très compliqué. J'ai bossé sur d'autres trucs, j'ai bossé sur Monero, sur Solana, sur toute la shitcoinerie. Je me souviens pas avoir autant galéré autant que sur Bitcoin Core. C'est normal. C'est parce que c'est une vraie blockchain. Ouais, c'est vrai.
Non, mais très bonne idée. Écoute, essaie le Discord DB, peut-être que tu as des gens qui peuvent t'aider. Et après, est-ce que tu es dans un groupe BitDev Telegram? Je sais qu'on a le BitDev Paris, peut-être qu'il peut t'aider. Oui, oui, là, oui, j'y étais hier. Il a très vite trouvé ses limites en fait. Ah, ok. Et bon, après, je sais pas à quel point tu veux t'auto-former. Nous, on a quelques formations dev sur les Bitcoin Core, mais je pense que ça ira pas assez loin. Du coup, à mon avis, tu devrais DM Fanis. Je sais pas, Fanis, tu t'enverrais où, toi? Ouais, bah, si tu veux, tu peux me DM et puis comme ça, on voit de ce que c'est exactement. Ou sinon, effectivement, sur le Discord de Découvre Bitcoin, il y a sûrement plein de bonnes âmes meilleures que moi qui doivent traîner. Peut-être sur Crypto FR, j'en sais rien. Mais sinon, ouais, tu peux m'envoyer un Ouais, DM, y a pas de souci. c'est très technique, c'est très spécifique. On part dans les taproot, dans les bêches Bah, 32. Dans ce cas, contacte Antoine. Contacte Ouais, Antoine mais de Revolt. Enfin, sur, de sur Paris. le Wizard Tardy. sur le Discord, vraiment, va sur le Discord parce qu'il y a Sinon, en dernier recours, il y a la mailing list. pour des questions. Oui, après, sinon, tu as le. Mince, comment il s'appelle le forum? J'ai un trou. Stack Exchange de Bitcoin, comment ça s'appelle? Ouais, Bitcoin Stack Exchange. Ah, Stack C'est ça, Overflow, ouais. ouais. Stack Overflow, ouais, je sais plus comment ça s'appelle. Et là-dessus, tu peux poser des questions. Il y a Peter Wiley qui traîne, tout ça, ils pourront te répondre. Ou sur le Discord de DB, je vois qu'il y a quelquefois Antoine qui envoie qui regarde les messages, qui envoie des réponses. Il pourra sûrement te répondre. Et il y en a d'autres aussi. Hein. Le Discord de DB, ça m'intéresse. Ouais, tu le trouveras sur le site tout en bas, je pense. Et sinon, c'est Découvre Bitcoin si jamais tu cherches sur Discord. Et je pense que Antoine peut te répondre. Il est quand même core dev. Et si jamais vraiment Antoine peut pas, ça veut dire qu'il sera intéressé par le sujet, donc il en parlera à ses autres potes. Et au pire, t'écris ta demande en anglais et j'envoie à l'Ecos ou à d'autres ou à Peter Todd ou on l'envoie à des gens. Si vraiment même Antoine galère, on peut t'accompagner. Je pense qu'on a assez de contacts. Ok, Il faut que ça soit en anglais. Ouais, en anglais, j'ai aucun souci. Mais voilà, c'est juste que j'ai l'impression qu'il y a une partie de la doc qui est pas trop à jour. Hein. Je vais pas rentrer dans les détails ici, mais il y a une grosse partie qui ne marche pas sur les nouveaux formats de wallet. Ok, faire monter Antoine, je pense que c'est la meilleure personne à ce stade, vu qu'il fait les meet-up core dev une fois par an ou 2 fois par an. Voilà. Et Envoie un message aussi sur Stack Exchange, puisque je vois qu'il y a vraiment des mecs calés qui répondent souvent, donc tu auras ta réponse rapidement, je pense. Ouais, trop cool. Vous voyez, donc construire sur Bitcoin, c'est ça, on s'est essayé, galérer, tester la doc, et si on se rend compte que ça marche pas, c'est un peu les contacts qui font qu'on peut parler à certains devs et avoir les bons canaux de communication. Du coup, si on reprend à notre liste de sujets, on avait Mara. Qu'est-ce que c'est Mara, Fanis? C'est toi ou Loïc? L'un de vous deux m'a dit Mara, c'est quoi? C'était Loïc qui l'a dit, mais Mara, c'est une pool de minage. Donc, c'est Marathon Digital, si on prend le nom entier. Et ils sont, donc pour la petite histoire, c'est une pool américaine qui avait fait parler d'eux à plusieurs occasions, mais l'une d'elles, c'était notamment quand ils avaient commencé à dire qu'ils censuraient les transactions qui envoyaient vers des adresses sanctionnées par l'OFAC. Mais bon, ils ont vite arrêté ça. Enfin voilà, Mara, ils reviennent de temps en temps régulièrement dans l'actualité pour des trucs plus ou moins bien perçus par certains bitcoiners, on va dire. Et là, récemment, ils se sont amusés à créer un bloc rempli de transactions, donc certaines transactions qu'a priori c'est eux qui ont fait à eux-mêmes, de telle sorte à ce que sur l'explorateur mempool.space, le bloc avec les transactions qui sont dedans dessine le M de Mara avec écrit Mara en dessous. Parce que sur cet explorateur de blocs, il y a une manière de visualiser les blocs où chaque transaction est représentée par un petit carré de couleur, plus ou moins gros. Et donc, la taille représente la taille du carré représente la taille de la transaction et la couleur représente, je crois, les frais le fee rate de la transaction. Et donc, ils se sont amusés, voilà, à montrer qu'ils savaient faire ça. Donc, après, à voir à quoi ça peut être utile par ailleurs. Mais c'est assez rigolo parce que ça veut dire que du coup, tu peux mettre de la donnée en plus dans une transaction. En gros, que la manière dont tu leur donnes les transactions dans un bloc et de l'information en soi. Et donc, ça fait de l'information en plus qu'on peut faire rentrer dans un bloc sans augmenter la taille des blocs. Si on veut vraiment prendre le côté, entre guillemets, philosophique de la chose, même si pour l'instant, j'ai du mal à avoir des applications pratiques en dehors de faire des dessins. Alors, en fait, je sais pas si vous m'entendez, mais je trouve que cette histoire-là de Mara,
ça soulève quand même pas mal de questions, notamment sur la puissance des poules et ce qu'ils peuvent faire. Et Mara, alors ça a mis ça signalé sur ce qu'ils avaient fait sur les l'OFAC, mais avant, ils avaient déjà essayé de mettre dans le header du bloc, ce bloc est full ESG avec des énergies renouvelables et tout. C'était pareil, hein, ça a été mal perçu. Et le problème, alors je sais que je pense que c'est Guillaume qui doit savoir mieux que ça, mais Marathon, ils ont du hash rate en propre, mais ils ont aussi des mineurs qui se pluguent à leur pool. Donc la question c'est est-ce que à force de faire des trucs comme ça qui sont un peu borderline, bon là le logo dans le bloc à la limite c'est marrant, c'est un flex qui est assez rigolo, mais est-ce que ils vont pas faire fuir les mineurs qui justement ont peur de la puissance de ces poules et de ce qu'ils peuvent faire. Donc je trouve que c'est intéressant cette histoire de Mara parce que ça soulève plein de questions, notamment sur la puissance des poules et puis la question de la centralisation du minage, en tout cas des poules de minage, quoi. Après, Mara, actuellement, c'est 3%, 3% à peu près du hash rate. Je crois pas que... tu vois, j'ai pas l'impression qu'ils soient dans une position dominante et donc à la fois, je crois pas qu'ils en soient à un moment où ils ont peur de voir beaucoup de gens partir. Je sais pas. J'ai pas l'impression que ça soit vraiment un sujet pour eux. Peut-être qu'ils ont que leur hash rate en propre, parce que je sais qu'ils ont du hash rate à eux aussi. Et si ça se trouve, c'est la majorité de leur hash rate. Ce serait bien d'ailleurs. Ouais, je vous ai mis le bloc en commentaire, le lien vers Mempool, si vous voulez aller voir. C'est le bloc 836 361. Et moi, ce que je voulais dire, juste par rapport à ce qu'a dit Gilles, en fait, c'est le libre marché, c'est comme ça, du moment qu'ils respectent les règles de consensus. Après, ils font ce qu'ils veulent. Là, en l'occurrence, ils ont pas vraiment perdu... Enfin, si, ils ont perdu de l'argent par gaspillage de hash rate. Parce qu'ils ont miné un bloc dans lequel ils n'ont pas inclus de transactions autres que les leurs, donc ils n'ont pas pu récupérer tous les frais de transaction qu'ils auraient pu. Et après, si les mineurs qui se connectent à la pool, ça les saoule, et ils se déconnecteront et ils iront chez quelqu'un d'autre. Et si c'est leur propre hash rate, au bout d'un moment, s'ils continuent à faire des trucs comme ça, et ils seront plus rentables et donc ils se feront remplacer. Donc c'est le libre marché. Moi, je trouve pas ça hyper inquiétant plus que ça. Et après, juste sur la manière dont ils l'ont fait, quelques jours avant, ils ont fait une grosse transaction. Il y a tout le monde qui s'est demandé mais qu'est-ce qu'ils font. Ils ont séparé, alors je sais plus, je crois que c'est à peu près 2 bitcoins qu'ils ont séparés en à peu près 8000 UTXO de 106 sats et quelques-uns plus gros, justement pour faire cet effet qu'expliquait très bien Fanny avec les couleurs sur Mempool, les transactions avec plus de frais, plus de couleurs pour créer le logo. Et après, dans le bloc où ils ont fait le logo, ils ont tout envoyé sur des up returns à 0. Donc en fait, tous ces UTXO, ils ont fini en frais de transaction et donc ils ont été récupérés dans la Coinbase du bloc. Ce qui fait qu'en gros, ils ont fait une giga consolidation de 2 BTC à partir de micro UTXO de 106 sats. Voilà. Et juste pour les personnes qui suivraient le lien qu'a mis Loïc, pensez à décocher l'option Audit. Donc il y a 2 boutons, Audit et Details, juste en dessous de la représentation du bloc, parce que sinon vous allez sûrement voir un bloc tout bleu. Et donc si vous décochez Audit, vous allez voir le joli dessin. Ok, trop cool. Donc j'avais vu, j'avais pas capté juste que c'était ça, mais j'avais vu la news. Et très bien. Ça fait 1 heure. On avait un dernier sujet, donc si quelqu'un veut poser des questions, allez-y. Sinon, on avait un dernier sujet, c'était Super Testnet. Fanny, si tu m'as dit que tu n'avais pas eu le temps de creuser, est-ce que tu as un minimum d'infos sur qu'est-ce que c'est ce Super Testnet, ou est-ce qu'on a vraiment rien du tout? Non, mais alors Super Testnet, c'est quelqu'un, c'est un développeur qui a comment dire, en gros, sa manière de fonctionner, c'est que très souvent, il va publier une preuve de concept d'un nouveau projet, d'un nouveau mécanisme qui construit au-dessus de Bitcoin. Et puis, voilà, ensuite, il va le laisser... il va le publier pour tout le monde, comme ça les gens peuvent ensuite se l'approprier. Donc il a un rythme d'innovation assez rapide. Et donc là, sa dernière trouvaille, c'est quelque chose qu'il a appelé Hedgehog, donc hérisson en anglais, qui en gros serait
des canaux de paiement bidirectionnels, donc un peu comme Lightning, mais dans lesquels on pourrait faire du paiement asynchrone, donc c'est-à-dire où le destinataire n'a pas besoin d'être en ligne. Donc j'ai pas eu le temps de creuser le détail technique, mais de ce que j'ai pu voir, en gros, ça dépend vraiment de la définition que tu donnes le terme asynchrone. De ce que j'ai compris, ce que tu as en fait, c'est que la personne qui envoie le paiement, elle fait une sorte de promesse au destinataire et ensuite elle transmet par une autre voie, donc par exemple par mail au destinataire, des informations donc cryptographiques qui lui permettent ensuite de récupérer les sous qui sont engagés dans cette promesse. Mais du coup, le paiement, il n'est pas vraiment complété de manière offline au même sens que on l'entend quand on dit qu'on peut envoyer du Bitcoin à quelqu'un qui n'est pas en ligne simplement en envoyant du Bitcoin sur son adresse. Donc c'est encore quelque chose d'un peu différent. Voilà. Mais après, si je continue, je risque de dire des bêtises parce que j'ai pas eu le temps de creuser beaucoup plus. Moi, j'ai regardé un petit peu et en fait, j'ai regardé la vidéo qu'il a postée. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est un protocole qui a l'air vachement simple. Il y a il y a genre trois commandes, tu inities le channel entre les deux parties, et après tu sends, tu receives quoi, et puis en gros tu peux close le channel. Donc en gros c'est très simple et le truc qui a l'air nouveau, bah, c'est tout l'aspect offline quoi. Voilà. En gros le résumé de ce que j'ai vu. Et j'invite tout le monde à regarder cette petite vidéo qui est très courte et qui ma foi résume bien ce que c'est Hedgehog. Yes, mais par contre, je crois que là c'était vraiment pour la démo, mais dans son idée, si ça va plus loin, tu pourrais avoir du routage comme sur Lightning sur le protocole Hedgehog. Et donc là, à ce moment-là, c'est là que ça devient plus compliqué parce que en soi, Lightning aussi, si tu fais juste envoyer, recevoir entre deux participants d'un même canal, il y a moyen de faire ça de manière, c'est très simple aussi. Donc, ouais, mais il a évoqué, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment l'objectif principal. Je pense que c'est juste un protocole vraiment de payment channel à la base qui est fait pour fonctionner offline. Donc en gros, c'est un Lightning Light quoi, en gros. Moi, voilà ce que j'ai compris. Après, effectivement, si tu rajoutes du routage, ça devient beaucoup plus compliqué. Mais tu peux déjà faire des trucs juste en peer-to-peer, quoi, tu vois, sans avoir un réseau avec des channels connectés. Tu peux déjà utiliser ce truc pour faire des choses intéressantes. Enfin, d'après moi, par exemple, tu inities un truc entre deux exchanges, par exemple. Et là, tu n'as que deux participants et tu peux faire des trucs sympas. Ouais, complètement. Après deux exchanges, je sais pas parce que pour moi ils seront toujours en ligne, mais effectivement peut-être en une relation bilatérale entre une entreprise et un client ou des trucs comme ça. Effectivement, il y a peut-être plein de cas d'usage. Ouais. Et je crois qu'il avait construire un truc au-dessus aussi, mais ça j'ai vraiment pas eu le temps de creuser, qu'il appelle Burrow et je crois que c'est un rapport avec les coin pools, mais j'ai vraiment pas eu le temps de voir le détail de ce truc-là. Mais donc effectivement, je crois que ça ressemble un peu à Lightning, mais que le but c'est pas du tout de faire un truc avec la même finalité de réseau de paiement. Ouais, c'est un autre protocole de Layer 2 avec des payment channels, comme il y en a eu avant Lightning aussi. Je me souviens d'un projet, par exemple, de Mike Kern à l'époque qui utilisait les payment channels, et comme il y en aura sûrement après, d'autres. Trop cool, très cool. Eh ben écoute, tu vois Fanny, c'est Loïc, on a bien fait de faire cet entonnoir improvisé. Est-ce que quelqu'un a encore une question dans l'audience? Et sinon, ça fait 1 heure, donc on va gentiment fermer pour les nouveaux arrivants. On a parlé du coup du cas de FTX, de A5, de Wirepool, de Mara, de la dernière solution Super Testnet, du Lightning Summit Toscany qui aura lieu là dans 5 jours et qui sera streamé via la plateforme. Et voilà, à peu près tout ça, quoi. Moi, je vois Science qui lève la main. Je sais pas si je suis le seul à le voir. Moi, je le vois pas. Vas-y, Science. Ouais, c'était pour réagir à Hedgehog. Gilles, je sais pas si tu as pu creuser un petit peu plus, mais j'ai vu qu'il parlait de la nécessité éventuelle de construire un coordinateur, et j'ai pas bien compris pourquoi. Donc, si quelqu'un a l'information, ça m'intéresse. Non, mais j'imagine que tu peux avec... Enfin, ça, c'est suite à des discussions que j'ai eues, notamment récemment avec Théo sur ce truc, mais très rapidement en évoquant l'idée de ce protocole. Mais un peu comme Lightning, tu peux imaginer
des trucs, un service un peu centralisé qui initie des channels avec différents participants et qui permettent de coordonner un truc de façon à ce que les utilisateurs n'aient absolument rien à gérer et en gros ça facilite un peu la chose. Mais si tu veux, c'est je trouve que moi j'ai trouvé ce truc intéressant parce que c'est simple en fait et que si tu Lightning, si tu veux, il y a beaucoup de complexité par rapport au routage, mais si tu enlèves l'aspect réseau et le fait que les channels sont interconnectés et qu'en gros par exemple tu as plein de channels N vers 1 par exemple, tu peux imaginer des trucs assez puissants. Bon, oui, ce sera centralisé, mais ça permettra de faire des choses sympas. Donc ouais, ça fait tourner l'imaginaire sur des nouveaux types de services, je trouve. Mais encore une fois, c'est tout nouveau. Voilà, donc on va pas s'exciter trop et puis on va regarder si c'est viable ou pas toute cette histoire. Mais ouais, je trouve que à première vue, ça a l'air assez puissant quand même. Moi, ce qui m'a percuté le plus, c'est que quand tu fais un paiement à quelqu'un, du coup, tu dois lui faire passer une note. Et alors, j'imagine, si tu es un peu malin, tu passes par, tu vas chiffrer via PGP cette note, mais sinon, ça veut dire que tu fais confiance à des systèmes de messagerie ou de mail pour t'envoyer ces codes-là, et donc tu fais confiance à un serveur au final. Oui, je bosse, sinon je reste à l'écoute. Ça m'intéresse aussi ce petit projet-là. Mais effectivement, je crois que la partie coordinateur, c'est pour justement l'autre projet qui s'appelle Burrow, B-U-2-R-O-W. J'ai mis un lien sous le space, où en gros, il dit voilà, c'est une proposal pour des coin pools fédérés au-dessus des canaux Hedgehog. Donc je crois que ça ressemble c'est une espèce de truc un peu, ça ressemble un peu à Arc, ça ressemble un peu à Lightning, etc., où tu as un coordinateur central qui a des canaux Hedgehog avec plein de clients et c'est des canaux multidirectionnels, quoi. C'est pas que un pair avec un autre. De ce que je comprends en regardant très vite, c'est un coordinateur au milieu qui a plein de canaux qui a un canal avec chaque client et une architecture en étoile, quoi, avec plein de branches. Ouais. Et dernier petit truc, vu que la personne qui reçoit le paiement doit recevoir le texte qui permet de mettre à jour le curseur de la balance, de la channel. Qu'est-ce qui se passe si force close ou s'il reçoit jamais le... j'ai un petit doute là-dessus. J'ai l'impression que si celui qui reçoit le paiement se fait force close avant, du coup, ça mettra pas à jour la balance. Oui. Encore une fois, le curseur. Il y a une action en fait à faire des deux côtés, c'est-à-dire que quand il send, il faut que l'autre, en gros, accepte l'opération. En gros, quand il envoie le texte, il faut que l'autre fasse une action pour le settlement, en fait. Et donc, en gros, quoi qu'il arrive, s'il y a un force close, entre guillemets, ce sera toujours le dernier état validé par les deux, quoi. Ouais, c'est ce que je me disais. Je me demandais si, en fait... maintenant que tu as répondu, Fanny, ça n'a pas de sens, mais ouais, je pensais que le coordinateur, il avait un peu ce rôle-là. En cas de force close, vérifier s'il y avait eu... si le dernier message signé par l'un des parties avait bien été envoyé ou pas. Je sais pas, une sorte de time lock pour la force. En fait, effectivement, il y a des time locks qui font que en gros, c'est comme le disait Gilles, il faut que le receveur il fasse une action pour claim les fonds. Et là, je crois que le time lock, c'est 2016 blocs. Donc, il a 2016 blocs pour revenir en ligne et faire cette action. Mais tant qu'il est... en attendant, à tout instant, il peut venir et claim les fonds et l'autre, il peut plus les récupérer. Donc, ça ressemble un peu au HTLC de ce côté-là, je trouve. Avec cette idée qu'une fois que tu l'as envoyé à quelqu'un le connaît, il peut claim les fonds. C'est exactement ça. Et le time lock, il est configurable. C'est 2016 blocs, c'est le truc par défaut, mais tu peux avoir plus ou moins si tu veux. À l'initialisation du channel. C'est là où c'est juste la petite question de sémantique sur le côté offline. C'est offline pendant une fenêtre de temps parce qu'il faut que tu viennes la récupérer. Voilà, c'est juste pour faire le distinguo avec le offline de on-chain.
où là, c'est vraiment du complètement offline. Tu peux revenir dans 10 ans et les fonds, ils sont chez toi. Mais c'est quand même bien, quoi. Ok, et puis je sais pas si vous allez faire bientôt comment ça s'appelle? Donc là, c'est l'entonnoir et l'autre émission. C'est le Space Cake et je pense que dans les discussions internes, il y a un Space Cake qui se prépare. Loïc, est-ce qu'on peut spoiler? Est-ce qu'il y a déjà un thème de prévu? Je suis pas au courant. Ah merde. Bah oui. Moi, j'ai vu passer une date quand même. J'ai vu passer une date. C'est quoi la date? Vas-y, on peut spoiler. Attends, je scroll. Je pratique le scroll. Moi, j'ai vu un certain Lounesque Souris qui disait Space Cake le 18 avril, point d'interrogation. 18 avril. Ah ouais, putain, il prend de la marge. Ouais, tu prends rendez-vous avec lui pour avoir un Space Cake. Le mec. Il y a peut-être un sujet à aborder. J'ai vu passer une info, je pourrais vous la faire tourner. C'est ils ont annoncé, enfin une équipe brésilienne là, qui annonce Niki et qui sort un papier bientôt. Donc c'est pour faire des contrats DLC en utilisant un certain type d'adaptateur signature qui permet de n'avoir aucun coordinateur au milieu. Donc voilà. Si ça intéresse. T'écris ça comment, Niki? NITI, mais je vais t'envoyer ça par DM. Yes, merci. Tout est bon pour récupérer ton numéro, Fénis. Ok, très bien. Eh ben écoutez, 1 heure tout pile. J'espère que Fanny t'a pas oublié d'enregistrer, parce que pour une fois qu'on en fait un. J'espère aussi. Autant le foutre plus tard peut-être, je sais plus où. Je pense que c'est sur la chaîne DB Replay. Et je sais pas, plus rien n'est à jour, vous le savez, de toute façon, le projet avance vite et on est sous l'eau. Et je pense que prochainement, il y a une remise à jour un peu de tout ce qui va être podcast qui est en train de s'organiser en interne. Je promets plus parce que ça fait 3 fois que je vous dis qu'on le fait et qu'on le fait pas, mais peut-être qu'un jour on y arrivera. Écoutez, merci beaucoup Fanny et Loïc d'avoir monté ce petit entonnoir improvisé avec moi. Merci Gilles pour le passage. Merde, il y avait Marius qui était speaker. Désolé Marius. Tu veux dire un truc en 2 minutes? Salut à tous. Ouais, non, pas de soucis. J'avais juste un petit sujet à mentionner, mais on peut en parler plus tard. C'est pas un souci. Vas-y, t'as 2 minutes. Je sais quel sujet, c'est L402, c'est ça? Ah bah, si tu veux, on peut en parler, mais c'était même pas du tout ça. Je sais pas si t'as lu l'article du coup. Mais Oui, hier, oui, est j'ai sorti lu. un article que j'ai publié, enfin que j'ai écrit sur sur Cryptost, sur le protocole L402. Mais je pense que si on va là-dedans, ça va être un peu trop long. Je pense que Roxy voulait clôturer le. Bon, après, c'est un très bon sujet. Hein. Moi, j'adore ce sujet depuis longtemps et je comprends pas pourquoi ça n'a pas encore décollé, le LSAT et tout. Enfin, bref. Ah ouais, parlez-en. Hein. On n'est pas à la pièce. Hein. Moi, ça change rien pour moi. Donc, allez-y. Je laisse Marius en parler vu qu'il a écrit l'article. Ouais, bah j'en parlerai, je pense, toujours moins bien que toi. Mais en gros, L402, c'est un protocole qui permet d'automatiser des micro-paiements via Lightning. Donc voilà, donc par exemple, il y a eu une démonstration qui a été faite par, je vais pas dire son nom parce que je vais l'écorcher. Mais Roast beef, voilà. Et qui en gros, en utilisant une IA, donc je pense que c'était une sorte de auto-hébergé, un ChatGPT auto-hébergé, qui demandait qui crée une facture Lightning à chaque demande, donc à chaque requête de API en gros pour les termes techniques. En gros, le protocole crée une facture et une fois que la facture est payée, l'IA déclenche directement le processus et crée j'ai pas les termes techniques d'IA, mais comment c'est le rendu en gros. Je sais ouais, le computing. Voilà. Et rapidement, en fait, le 402, c'est un code de HTTP qui est jusqu'ici pas du tout utilisé, qui veut dire Payment Required. Tout le monde connaît le 404 not found ou le 403 Server Unavailable. Et en fait, c'est un truc dans Lightning qui moi, m'excite depuis super longtemps. C'est la possibilité, quand on fait une requête HTTP, d'envoyer le paiement avec. Donc, encore une fois, ça fait marcher l'imaginaire parce que, en gros, ça veut dire qu'on peut faire des services informatiques où il n'y a pas de compte, puisque, en gros, c'est juste, tu as besoin d'un service, tu le payes et puis tu as la réponse. Et en gros, dans la requête HTTP, tu encapsules et tu embarques le paiement via Lightning. Donc, c'est un truc qui existe depuis longtemps et qui fait imaginer des trucs où des bots parlent entre eux, des machines parlent entre elles.
et avec le paiement avec. Donc ça pourrait être complètement game changer, ne serait-ce que sur les modèles économiques. Par exemple, tu peux avoir des services où il n'y a pas besoin de compte, puisque voilà quoi, tout ce que les services veulent, c'est de l'argent. Voilà, ils ont pas besoin de savoir limite qui le fait ou avoir en compte, gérer le billing, etc. Et là, tu fais l'appel à la requête. Et ce qui est intéressant politiquement, entre guillemets, c'est que Lightning Labs et donc Rosbeef et tous ces gens-là qui ont été à l'origine de ce protocole qui à la base s'appelait LSAT, en gros, j'ai l'impression que pour si vous voulez, lancer un peu de la hype, ils ont saisi l'IA. Parce que l'IA, voilà, c'est du computing. Et qu'en gros, un protocole comme L402, ça pourrait être très utile à l'IA. Donc en gros, ils leveragent un peu la hype qu'il y a sur l'IA pour faire passer cette idée de LSAT, de L402. Mais je trouve que ça va bien au-delà de l'IA. Tu peux l'utiliser pour plein de trucs. Donc il faut imaginer voilà, des services Internet où il n'y a pas de compte et où juste tu envoies les satoshis dans la requête HTTP. Donc pour moi, c'est aussi génial. Et je pense que ça, voilà, il faut que ça arrive vite parce que ça peut changer pas mal de choses. Ouais, ils vont annoncer une levée dans quelques semaines. Oui, voilà, donc c'est peut-être pour ça qu'il fallait un peu le buzzword IA. Ça doit aider la levée, je pense. Non, mais je dis ça comme ça, mais vu qu'ils sont partis sur ce narratif, alors que j'ai l'impression que ça n'a rien à voir. Ça a rien à voir, oui et non, parce que c'est vrai que l'IA, s'il y a bien un domaine où ça peut servir, ouais, c'est bien l'IA, quoi, je trouve. Mais oui, dans l'absolu, ça n'a rien à voir. Mais du coup, voilà, j'ai mis mon article en commentaire si jamais vous voulez le lire, s'expliquer un peu plus précisément, mais pas aussi technique que ce que Gilles vient de faire. Mais voilà, ça donne un peu plus de contexte, si jamais ça intéresse certains. Mais du coup, tu as un rapport avec 402 Payment Required? Ouais, exactement, puisqu'en gros, si tu envoies ta requête au serveur et que tu n'as pas mis les Satoshi, tu auras une 402 dans la gueule. Voilà. Ah, trop bien. En plus, ça me fait penser à une chaîne géniale que je conseille à tout le monde, pour ceux qui parlent anglais et espagnol. C'est la chaîne 402 Payment Required. C'est des super tutos sur Bitcoin, la vie privée, l'anonymat. Mais très très avancé en général. Voilà. Ok, cool. Il y a Théo qui lève la main, je sais pas si tu le vois. Ah mais non, mais moi c'est tout est freeze. Bah écoute, je te laisse, vas-y Théo, hein, je vous laisse faire, hein, parce que là moi je vois plus rien. Ouais, non, je voulais juste ajouter un truc par rapport à ce que disait Gilles. Je crois que, à mon avis, une des raisons pour lesquelles ça prend pas trop pour l'instant ces trucs-là aussi, au-delà du fait que c'est un peu jeune comme concept, c'est que déjà sur des requêtes HTTP, juste pour des accès à des sites ou des trucs un peu basiques, en fait, t'as, on va dire, un coût mental au fait de réfléchir à l'acte de décider de payer ou pas, qui en général est plus de désutilité pour l'utilisateur que juste les quelques sats qu'il va avoir. Et après, t'as aussi un autre truc qui, pour moi, est un peu de l'ordre de l'anthropomorphisation de l'IA, c'est-à-dire que t'as pas mal de gars dans Lightning, notamment Dhruv Bansal, etc., qui disaient genre déjà depuis un moment, c'est génial, les IA vont pouvoir se payer entre elles et tout, mais en fait le fait de payer, ça suppose une intention et ce qu'on arrive à simuler aujourd'hui, c'est on va dire de l'inférence, donc ça ressemble à de l'intelligence, mais on sait pas du tout doté d'intention, c'est-à-dire qu'à la fin il faut quand même un mec derrière pour au moins lui donner un schéma. Donc après tu peux imaginer que tu lui donnes des instructions à l'avance pour que régulièrement elle puisse, on va dire, commercer avec d'autres machines dans certains contextes. Mais ça veut dire quand même qu'il faut réfléchir upfront à comment tu vas organiser ton workflow économique avec ton IA, etc., etc. Donc, à mon avis, il y a quand même pas mal de réflexions et de tests à faire avant que ça puisse vraiment être utilisé d'une manière ou d'une autre. Et peut-être le dernier sujet aujourd'hui, c'est juste que en fait, on n'a pas de prix de marché pour ce compute-là, parce que tous les trucs genre ChatGPT et tout, ça fonctionne mais complètement à perte. Et si c'était price to market, je crois un prompt ChatGPT 4, c'est un truc genre 30 centimes. Donc, en fait, marche pas, quoi. Pour l'instant, le business model, c'est on prend l'argent des VC, on l'utilise pour acheter du compute, on file des trucs gratuits aux gens et notre stock, elle pump. Mais du coup, genre, si on faisait payer aux gens, on sait même pas encore si le business économique, il est validé, quoi. Très intéressant. Ouais, par rapport au ton premier point, Théo, sur le coût de la transaction, qui est un truc que Nick Szabo notamment avait défendu il y a maintenant, je sais pas, 15-20 ans, pour expliquer pourquoi les microtransactions marcheraient jamais. C'est un truc qui est un peu en train d'être
Enfin, des gens essayent de passer outre ce truc-là avec où en gros tu peux mettre en place des budgets dans ton wallet et donc le wallet il va automatiquement payer jusqu'à un certain budget. Mais du coup c'est des trucs où tu perds la vision de ce que tu payes. Donc faudrait pas que le site par exemple il arrive à te trick ton wallet pour lui faire payer des trucs. Alors au pire tu perds au max le budget, mais suivant le budget ça peut être pas mal. Et je pense qu'effectivement il y a un côté un peu sweet spot que ce type de business model a du mal à trouver. Ou si c'est une API que tu vas beaucoup utiliser, autant passer par un abonnement. Et si c'est pas une API que tu vas beaucoup utiliser, finalement le coût mental de faire une transaction exprès pour pouvoir avoir accès à l'API, est-ce qu'il n'est pas en lui-même suffisant pour te décourager? Et du coup, il y a pour moi L402, c'est un peu entre les deux. Et du coup, ça n'arrive pas trop à trouver un gros marché pour l'instant, alors que ça fait quelques années que ça existe, quoi. Ouais, mais faut juste mettre Pornhub sur le coup, hein. De toute façon, c'est toujours le cul qui reste pionnier sur les nouveaux modèles comme ça. Donc, à partir du moment où il rentre, on va trouver. Ça fait penser à la nouvelle solution. Putain, j'ai oublié le nom. C'est le mec qui fait Bitcoin Film Festival, qui permet en gros de faire des abonnements Lightning, parce que tu pré-autorises ton wallet à être débité X amende chaque mois. Donc tu sais ce que Hot Bitcoin utilise désormais pour faire leur abonnement. Et le problème de ce système, c'est que ça utilise Noster en fait. Alors là, du coup, peut-être que quelqu'un, je pense que tu connais mieux que moi tout le truc. Hein. Mais en gros, ils utilisent Noster Connect sur les wallets pour pouvoir permettre ce paiement récurrent d'abonnement où en fait tu préautorises ton wallet à débiter telle chose à tel moment. Et donc le problème, c'est qu'en fait, c'est compatible qu'avec les wallets Lightning qui sont Noster Connect. Et ce qui limite énormément, on va dire, les possibilités pour les utilisateurs. Donc, personnellement, moi, j'en avais par exemple aucun, donc c'est pas les plus communs. Mais dans cette même idée de préautoriser des paiements récurrents pour des cas d'usage, je pensais que ce serait intéressant de nous parler de cette alternative. Science, tu connais le nom, tu pourrais peut-être leur dire. Du coup, c'était. C'est Flash, Get Flash XYZ. Je crois que c'est fait par une personne qui avait fait un film, un Canadien, sur Bitcoin. Ouais, c'est Pierre, il est très sympa et il organise le Bitcoin Film Festival en Pologne dans 2-3 semaines, je pense. Alors, je rebondis juste pour dire que c'est vrai qu'ils ont sorti ça un peu avant, donc ils ont pris un peu les spots là avec Flash. Ceci dit, il y a une alternative francophone qui arrive bientôt et qui est beaucoup plus large que ce que propose Flash. C'est Bebop, qui était initialement sous le nom de la boutiquerie. Donc c'est franco-suisse et c'est très très prometteur et ça permet aussi de faire par exemple du streaming vidéo débité à la minute, etc. Donc ça c'est quelque chose que j'attends avec beaucoup d'impatience. Il n'y a que les Toulousains qui ont eu une présentation récemment, mais je vous invite à vous y intéresser. Voilà. Exactement, Bebop, qui est co-créé par Lionel du Paradigme Bitcoin. Ludom. Lionel qu'on connaît tous. Enfin, beaucoup d'entre nous connaissons. Et écoutez, entre le moment où j'ai voulu arrêter et le moment où vous m'avez rajouté 20 minutes, c'est super, on a eu 2 sujets en plus, ce qui fait qu'on a atteint notre nouveau record de 10 sujets. Comme quoi, quand on fait pas l'entonnoir pendant plusieurs mois, on a de quoi parler. Donc quasiment 10 sujets aujourd'hui. C'est le bull market. Ah oui, c'est le bull market, c'est vrai. J'ai un autre sujet si tu veux, Roxy. Oh là là, vas-y, de toute façon, là, on est lancé. Hein. Attends, dans ce cas, juste avant qu'on change de sujet, Marius, j'avais un dernier point, une dernière remarque vis-à-vis de ce que vous disiez juste avant. Le côté, on va dire, ligne de crédit programmable sur Lightning, c'est vachement intéressant. Après, il faut aussi voir que, genre, si t'es provider, en fait, toi, ce que tu veux, c'est que tes users les plus engagés, tu leur files plus que ce qu'ils payent, et les mecs qui se pointent une fois par mois, ils payent pour eux. Et c'est aussi pour ça que le modèle d'abonnement, il marche mieux. Et en fait, tu te mets à la place de l'utilisateur dans un pay-per-use comme ça. En termes d'acquisition d'utilisateurs et surtout de rétention, ce qui fait un peu chier, c'est qu'en fait, tes clients les plus fidèles, tu leur proposes une expérience un peu moins bien, là où, par contre, c'est vachement plus intéressant pour les mecs qui font une utilisation un peu sporadique de ton service. Mais par définition, en tant qu'entrepreneur, c'est pas vraiment sur eux que tu focus quand tu essayes de scale up, quoi. Enfin bref, c'est juste une remarque. C'est vrai, mais je trouve que le pay-per-use, c'est quand même le business model le plus fair de tous. Mais c'est philosophique et on va rentrer dans des discussions un peu
poussé. Le pay-per-use, ça présuppose qu'en fait, tu apportes une vraie valeur pour laquelle les gens sont prêts à payer. Et du coup, c'est proof of work, hein, et ça marche pas sur la dette. Tu as intérêt à faire quelque chose que les gens demandent si tu veux survivre. Voilà, d'où la question philosophique. Ok, nickel. Et du coup, Marius? Ouais, du coup, ce dont je voulais parler, c'est un peu la fake news qui est sortie la semaine dernière sur l'Union européenne qui s'apprêterait à interdire les paiements pseudonymes. Donc, je sais pas si tout le monde est au courant, mais enfin, c'est quelque chose qui est faux. C'est pas prévu. Bon, peut-être que c'est dans les papiers de certains dirigeants, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas dans les plans. Mais du coup, d'une, je voulais mettre au courant les gens comment dire, qui n'étaient pas, qui avaient vu la news passer et qui n'avaient pas vu les debunks après. Donc en gros, la loi en question qui devrait être votée, je crois, dans les prochaines semaines. Je me souviens plus de la date exacte, mais en gros, elle vient juste affermir un peu les règles de transfert anonyme, enfin le transfert commerciaux anonymes et en cash. Et donc je voulais aussi savoir, enfin lancer peut-être un petit débat. Là, on va vraiment débattre, enfin passer les records, mais lancer un petit débat. Est-ce que vous pensez que du coup la fake news pourrait devenir vraie un jour, que l'Union européenne interdise les transferts entre portefeuilles non custodiales? Et si oui, comment est-ce qu'ils mettraient ça en place? Je suis curieux d'avoir vos avis. Alors Voilà. juste une petite précision. En fait, c'est pas vraiment que c'est une fake news, c'est que ça a 2 ans en fait, ce truc-là. C'est juste une loi qui existe depuis longtemps qui s'appelle la Travel Rule et qui limite les dépenses que tu peux faire en cash dans différents pays. Par exemple, en France, elles sont plus basses que dans les autres pays de l'UE. Et comme toutes les directives européennes, elles se veulent être normalisées dans tous les pays. Et en fait, au Parlement, il y a 2 ans, ils ont discuté de l'étendre aux crypto. Ils ont déjà prévu le texte pour, etc., etc. Juste, c'est pas encore vraiment appliqué. Et effectivement, ça ne concerne que en fait la relation entre les utilisateurs et les exchanges, pour faire simple. Et c'est pas forcément les paiements eux-mêmes, c'est plus que disons que si tu veux, on va te KYC dès le premier euro, quoi. Donc la conséquence logique que ce genre de truc va avoir, c'est que tu pourras plus vraiment être self-custodial sur des petits montants ou faire du DC avec des tout petits montants. Parce que ça coûtera beaucoup trop cher à une boîte de gérer tous les processus KYC AML juste pour te rake genre 1 ou 2% sur 10 balles, quoi. Ouais, mais c'est déjà le cas dans la majorité des exchanges en fait. Donc c'est pour ça que je parlais de fake news. Par exemple, sur Binance, si tu veux déposer 10 euros, il faut que tu sois KYC. Légalement, c'est pas obligatoire, hein, mais Ouais, mais c'est après, déjà mis en place. C'est ça que je veux dire, quoi. En gros, ça va rien changer à 90-95% des utilisateurs. Ouais, bien sûr. Après, Binance, c'est aussi parce que c'est un exchange, tu vois, sur un broker, les règles seraient différentes parce que tu fais pas de matching entre deux parties et tu fais pas du crypto, tout crypto et tout. Mais Ouais. oui, mais effectivement, c'est pas comme si, de toute manière, on savait pas dans quelle direction ça allait ou c'est pas comme si déjà, de toute façon, ils faisaient tout pour casser les couilles des utilisateurs unhosted. Théo, là, donc tu parles du TFR, hein, je crois, c'est ça, la Travel Rule. Est-ce qu'on a déjà eu droit à DAC 8 aussi? Parce que je crois que DAC 8 vient derrière et va justement obliger les acteurs centralisés à collecter les données. Par exemple, si tu es un utilisateur KYC qui envoie un transfert dès le premier euro vers un wallet qui n'est pas identifié, donc ça va entériner l'obligation pour ces acteurs-là de collecter ou de refuser ce type de mouvement. Il me semble que c'était DAC 8 qui viendrait après le TFR. Non, je suis pas tout à fait à jour sur mes acronymes, donc ça j'ai pas encore regardé, mais ça va effectivement dans le même sens. Du coup. Mais là-dessus, Non, vas-y. non, je disais là-dessus, de toute façon, on sait où ça va. Si jamais, la seule possibilité pour les États d'avoir un contrôle sur quoi que ce soit, c'est d'obliger tous les marchands à déclarer par exemple s'ils ont, je dis n'importe quoi, mais par exemple des adresses on-chain uniques où ils reçoivent des paiements, mais ça n'empêchera pas, comme pour le cash, d'avoir des circuits parallèles sur des adresses non déclarées. Et puis il y a une grosse question sur comment ils enforcent. Alors je sais pas comment on fait ça. On dit en français enforcer, mais comment ils enforcent
l'obligation de passer par des circuits déclarés. En fait, ils peuvent pas. Donc en fait, ils vont essayer, ils vont mettre ça en place. On va avoir des adresses officielles, on va avoir même des channels Lightning officiels déclarés qui seront surveillés par Bercy, mais rien ne n'empêchera d'avoir des channels non officiels et des adresses pas déclarées, quoi. Et dans tous les cas, c'est permissionless. Donc voilà, on connaît le futur. C'est juste que voilà, ils vont essayer de faire peur aux gens. C'est un peu comme pour le cash. Aujourd'hui, tu peux pas payer en cash plus de 1 000 euros, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui le font quand même, quoi. Donc voilà. Ouais, complètement d'accord avec Gilles. Pour moi, c'est pas une hypothèse, hein. C'est sûr que ça va arriver. Ils vont faire comme, ils vont forcer les POS et tous ces trucs-là à tracer et à mettre des limites. Je sais pas comment techniquement ils vont pouvoir faire que l'invoice est pas valide, mais en gros, eux, ils vont voir, ah bah non, cet argent, j'ai pas le droit de la prendre, tout comme ils vérifient qu'un billet. Ils vérifient qu'il y a un faux billet, et bah là, leur machine va refuser le paiement, peut-être qu'il y aura un renflouage automatique dans ton wallet, peut-être que les fonds seront bloqués et tu devras aller demander à une entité européenne de débloquer tes fonds sous justificatif qu'ils sont bien verts. Tu peux aller très loin dans la connerie, hein. Franchement, tu me mets là-dedans, tu me dis ta carte blanche, je pense que je vous rends la vie impossible à tout le monde ici, hein. Donc, je pense que si... J'imagine très bien le contrat qui prélève automatiquement la TVA. Enfin bref, ça peut aller. Ça peut aller ultra loin parce que c'est programmable. Il suffit qu'on les forme bien et ces mecs-là, t'inquiète pas, qu'ils vont nous foutre la meilleure CBD au monde, hein. La CBDC, excusez-moi. Donc ouais, je pense que ça fait. Il y a Fanis qui veut parler. Vas-y, Fanis. Merci. Non, c'est pas forcément très intéressant, mais je trouve quand même que même si on a beau tous savoir que ça allait venir de tôt ou tard, je trouve la news quand même très signifiante. Alors certes, bien sûr, c'est pas ban toutes les transactions crypto anonymes parce que de toute façon ils savent très bien qu'ils peuvent pas le faire. C'est pour ça, mon analyse, c'est que c'est pour ça qu'ils se limitent dans le périmètre de la loi à dire vous pouvez pas envoyer depuis des unhosted wallets vers des institutions régulées. Mais rien que ça, c'est en gros, c'est vraiment tu forces Bitcoin à se cantonner au marché noir, ce qui est de toute façon quelque chose, je pense, qui est un peu inéluctable pour le vrai Bitcoin. Mais là, c'est vraiment acté. Et je trouve quand même, depuis tout à l'heure, on dit c'est juste entre guillemets vous pouvez juste plus envoyer des bitcoins vers les exchanges, vous pouvez juste plus envoyer vers des commerçants régulés, etc. Mais je trouve que c'est quand même un énorme juste et c'est vraiment pas un truc. Voilà, je pense qu'on a les gens qui s'en sont offusqués. Alors après, effectivement, il y a des gens quand même qui savent pas lire un paragraphe et qui du coup sont partis dans des délires. L'Europe a banni les transactions crypto anonymes. Mais je trouve que la news en elle-même est quand même assez importante et que c'est pas parce qu'on savait que ça allait arriver qu'il faut pas faire un peu de tapage. Et puis après, pour ce que disait, je crois que c'était Roxy, sur le caractère technique de l'application de ce genre de loi, il faut regarder un peu tout ce qui s'est fait avec la BASP. Alors je sais plus comment s'appelait le truc là. Ils avaient développé tout un protocole pour permettre dans leur idée, en gros, quand tu veux retirer des fonds vers un wallet self-hosté, tu vas signer un message avec ce wallet pour prouver, entre gros guillemets, que tu contrôles bien le wallet. Donc comme ça, ils veulent s'assurer qu'ils savent bien qui reçoit les fonds, même si c'est pas tout à fait legit niveau technique. Il y a David Marcus avec Lightspark qui a développé tout un protocole avec du KYC à l'intérieur qui reprend en gros le fonctionnement des Lightning Address, mais avec une étape supplémentaire pour faire de l'échange d'informations de KYC sur l'utilisateur. Donc, je pense qu'au niveau ingénierie, c'est en train de pousser beaucoup aussi de ce côté-là pour rattraper un peu le législateur. Et c'est ça qui est assez inquiétant, c'est que demain, les Venmo, les Cash App et tout, qui, je pense quand même, contribuent pas mal aussi aux nouveaux utilisateurs qui arrivent sur Lightning, par exemple. Ils vont peut-être ne pas avoir d'autre choix que d'intégrer ce genre de techno-là. Et du coup, ça veut dire que vous qui utilisez Bitcoin, le vrai, vous pourrez plus interagir avec votre voisin, avec les gens normaux, entre guillemets, qui seront bloqués dans la partie, le protocole complètement chapeauté par le régulateur.
Ouais, Ouais. complètement d'accord. Et je pense qu'on sous-estime le fait que 90% de nos potes, copains, familles vont juste utiliser le Bitcoin de Revolut. Donc en fait, ils vont même peut-être pas s'emmerder sur nous. Ils vont se dire bon bah qu'est-ce qu'on gagne à essayer de capturer les bitcoiners qui étaient là avant. On les chopera d'une autre façon via une erreur qu'ils feront un jour ou via d'autres lois à côté. Et ce qu'on fait, c'est qu'on capture la grande majorité de l'adoption de masse via des solutions mass market déjà présentes, Crédit Mutuel, voilà, Néobank, Conto et tout le bazar. Désolé, j'avais pas vu que tu levais peut-être la main. Vas-y. Ouais. Il y a Théo, ouais. Non, je voulais juste ajouter à ce que disait Fanny, peut-être le truc qui est peut-être un peu plus vicieux avec ce genre de règles. Après, je sais pas si on peut prêter tant d'intelligence à ces gens-là. C'est en fait tout simplement de réduire l'entropie des unhosted wallets dans l'ensemble de la chaîne ou même des protocoles de communication qu'ils utilisent. Parce qu'à partir du moment où tu as KYC, on va dire, une certaine masse critique d'utilisateurs, en fait, quand tu fais des stats à la chain analysis pour essayer de déterminer des trucs, l'intervalle de confiance que tu as sur ta distribution statistique, il augmente très très rapidement. Et du coup, tu pourrais imaginer que dans un futur un peu plus lointain, au bout d'un certain seuil de confidence statistique, ils disent en fait, c'est comme si c'était certain, donc you go to jail. Et l'autre tout petit truc que je voulais ajouter, c'était ce que décrit Fanis, là, je sais plus comment il appelait ça, BASF, je sais pas quoi. Aujourd'hui, c'est le standard en Suisse. Et donc, tu es obligé, dès que tu interagis comme ça, de signer une transaction depuis ton wallet. Par exemple, quand tu installes Swiss Bitcoin Pay chez un commerçant, tu dois faire ça. Et parfois, c'est pas forcément simple, notamment avec des trucs genre des ledgers ou des trucs comme ça, de savoir comment tu fais pour signer exactement la bonne adresse, etc. Et l'autre truc, c'est qu'avant, ils avaient, et même il y a encore certains services qui utilisent ça, en Suisse, du coup, pour arriver au même résultat, du coup, ils te demandaient d'envoyer un montant spécifique à une adresse qu'ils te fournissaient pour que tu puisses, par exemple, retirer des fonds, mais uniquement à cette même adresse. Donc, ils te forçaient à faire de l'adresse reuse, ce qui déjà en soi est un peu relou. Et en plus, tu avais le problème que moi, j'avais interagi avec des trucs comme ça, genre en 2020 ou 2021, j'avais essayé avec des wallets mobiles, et c'était pas si simple de trouver un wallet mobile qui te permet justement de faire de l'adresse reuse. Donc bref, aussi pour dire que ils peuvent aussi enforcer ça et en fait réinviter à rien et ça va juste niquer l'expérience d'utilisation et voilà quoi. Ok, j'aimerais bien je pense que je vais creuser DAC 8 parce que je crois que c'est la prochaine à venir et je pense que ça va augmenter encore un petit peu l'emprise qu'ils auront sur l'ensemble des transactions. Mais bon, peut-être finir sur une note positive en disant que si ça continue ainsi, Bitcoin, KYC et les ETF sont un index sur le black market. Bullish. Quelqu'un a un autre sujet pour Troller Roxy ou on le libère? S'il vous plaît. Moi, il y a ma femme qui a faim aussi, donc. Ouais, moi je l'ai entendu rentrer. Et, là, je pense que ça devient critique de mon côté. Écoutez les amis, sur ce, je vais donc le fermer pour de vrai après 1h40 et donc non pas 1 heure, avec un record de plus de 11 sujets. Merci beaucoup à tous nos intervenants. Gilles, ça fait plaisir de t'avoir vu. Théo, pareil. Science, Crip, Marius, super article, suivez-le. Suivez la newsletter de Fanny sur le Lightning. Suivez ce que fait Loïc chez Plan B. Le live de Viareggio du coup dans 4 jours sur la plateforme pendant 2 jours pour du Lightning assez poussé. Et écoutez, on se tient au courant, peut-être qu'on fera des space cakes, c'était sympa. J'avoue que ça nous manque aussi, c'est plus une question d'orga. Et il y a un space cake organisé par Lounès, c'est officiel, notez la date, spammez-le sur les réseaux, ne le lâchez pas, c'est le 18 avril. Donc surtout, notez bien la date, taguez-le. Vous savez, vous devez faire quoi. Sur ce, Est-ce qu'on lancerait pas un hashtag pour Lounès quand même? Lounès 18 avril, Space Cake 18. Bonne question. Faut qu'on en trouve un maintenant là pour coordonner l'effort. On va coordonner hashtag Lounès fait le Space Cake. Ouais, ou Space Cake retour. Ok. Comeback Space Cake, je sais pas. Bon, trouvez un bon hashtag et taguez Lounès quand même, c'est le plus important. Voilà, et puis une fois que vous avez tagué Lounès, nous on retweetera. Donc le premier qui a une meilleure idée que notre, allez-y. Sur ce, pour ceux qui regardent le replay sur je sais plus quelle chaîne, merci à vous. Vous êtes très fidèles à une organisation chaotique. Donc je vous dis bravo.
Allez, salut tout le monde. Ciao, bonne soirée, merci les gars. Salut à tous. Merci tout le monde, bisous. Bisous. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis.